Bonsoir à tous, nous sommes mercredi 25 novembre et c'est le JT. Dans cette édition, un point sur la situation des demandeurs d'asile qui continuent de camper à Angers sur le parvis de l'Hôtel de Ville. La foire Saint-Martin qui tente de battre son plein, place de la Rochefoucauld, et ce malgré une météo bien défavorable. Et puis enfin, nous parlerons du Festival du Scoop avec notre invité, le réalisateur Yves Boisset, qui participe ce soir à un débat sur ces faits divers qui entre dans la légende. La situation des demandeurs d'asile qui dorment depuis le début du mois devant la mairie pourrait évoluer dès demain. Selon nos sources, 20 places auraient été débloquées au centre nautique de Bushman, réquisitionné par la préfecture pour assurer leur hébergement. D'ordinaire, ce genre de réquisition est utilisé en période de grand froid pour loger les sans domicile fixe. Les demandeurs d'asile qui feront cette semaine l'objet du magazine, c'est-à-dire 4 invités sur notre plateau. Rosemarie Véron, l'adjointe chargée de l'action sociale à la ville d'Angers, Marc Cabane, le préfet du Maine-et-Loire, le directeur de l'abri de la Providence et un représentant de la coordination des migrants. Au cours de cette émission enregistrée aujourd'hui, il a notamment été question de la mise en place à Angers, d'ici à la mi-décembre, d'une borne Eurodac comme celle qui existe déjà à Nantes et qui permet de vérifier qu'un demandeur d'asile n'a pas déjà déposé de demande dans notre pays. Je vous propose d'entendre la réaction de l'adjointe au maire d'Angers sur ce sujet. Par rapport à la borne Eurodac, elle est attendue, je le sais, par la coordination migrants et un certain nombre d'acteurs sur le territoire. En ce qui concerne la ville d'Angers, nous sommes satisfaits de la venue de cette borne, mais en même temps quelque peu inquiets. Parce que nous pensons qu'il est important que cette borne soit accompagnée aussi d'une coordination régionale. Puisque dans les Pays de Loire, nous l'avons évoqué tout à l'heure, le département Angers est quand même sous un flux important de demandeurs d'asile. Et je crois que la solidarité nationale et départementale doit pouvoir se mettre en jeu. Et que grâce à cette borne qui va répondre à un certain nombre de problématiques, elle risque, tant qu'il n'y a pas cette régulation, de compliquer et d'engluer encore le système. Retrouvez l'intégralité de l'émission, c'est-à-dire samedi à 13h30. Et puis, sachez que le préfet de Maine-et-Loire, Marc Cabane, que vous venez de voir aux côtés de Rosemarie Véron, a été nommé ce matin préfet hors cadre en Conseil des ministres. On ne connaît pas encore la nature de la mission qui lui sera confiée, mais on sait le nom de son successeur. Il s'agit de Samuel Richard, haut fonctionnaire né à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Depuis mars 2009, Samuel Richard exerçait les fonctions de coordonnateur national des États généraux de l'Outre-mer. En bref, toujours, vaccination contre la grippe A. Les vaccins sans adjuvant sont enfin arrivés au centre de Belleveille à Angers. C'est une bonne nouvelle pour les femmes enceintes et les bébés. Et notez également que l'affluence dans les 8 centres du département continue d'augmenter. Samedi, 314 personnes ont été vaccinées, des chiffres qui ont doublé par rapport à la journée précédente. Place la Rochefoucauld, par contre, les manèges de la foire Saint-Martin peinent à attirer du monde et à une semaine de la fin des festivités, les chiffres sont moins bons que les années précédentes. Explication avec Marie Coulon et Lisa Boval. Angers est l'une des villes incontournables pour les forains. Mais cette année, la roue tourne et le cœur n'y est pas vraiment. Malgré une fréquentation constante, tous accusent une baisse de chiffre d'affaires de 30 à 40% par rapport aux années précédentes. La faute au mauvais temps, mais surtout à la crise. Les tarifs ils sont à 2 € le tour, les tours sont longs. Bon, il y a la queue du Mickey, en plus pour les tours gratuits, tout ça. Mais même les gens, ils font très attention. Il n'y a pas d'abonnement, il y a un manque d'argent. Parce que ça, c'est évident qu'on aille en ville n'importe où, on voit que les gens se promènent, mais ne dépensent pas. Les forains ont donc tenté de s'adapter, mais malgré les tarifs réduits, les visiteurs préfèrent rester de simples promeneurs. Et oui, se promener, c'est encore gratuit. Il y a moins en moins d'argent, donc nous, c'est un supplément. Les gens ils viennent à la fête pour la lumière, la musique, manger un croustillant, se promener gratuitement, et tout est gratuit à vrai dire. Désormais, tous les regards se tournent vers ce week-end. Le feu d'artifice de clôture et le beau temps annoncé devraient inverser la tendance et donner envie aux forains de revenir l'année prochaine.
Du sport à présent et un nouveau festival de buts. Hier soir à la patinoire du Haras, les Ducs se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant Brest sur le score de 7-2. Une victoire facile, même si les joueurs d'Aikilheime se méfiaient beaucoup des Brestois qui sont leaders de Division 1 et que l'on pouvait soupçonner de venir chercher l'exploit à Angers. Au final, la logique sportive a été respectée. Notez que les Ducs, qui sont également leaders du championnat de Ligue Magnus, se déplacent samedi à Grenoble, le deuxième pour un choc au sommet. Et puis en football, tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France ce matin. Le hasard veut que Cholet et Saumur, les deux équipes de CFA2 de Maine-et-Loire, s'affrontent. Ce sera le 12 ou le 13 décembre à Cholet. Angers, qui connaît son adversaire depuis hier, accueillera le club réunionnais de l'AS Excelsior le 12 ou le 13 décembre également. Notre invité ce soir est donc le réalisateur français Yves Boisset, un cinéaste à la filmographie impressionnante. On peut citer parmi d'autres Dupont-la-Joie, film pour lequel il a reçu un ours d'argent au Festival de Berlin. Yves Boisset, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes à Angers ce soir pour participer au Festival du Scoop et un débat sur un thème bien particulier, les faits divers et comment ils entrent dans la légende. De quoi avez-vous l'intention de parler à vos auditeurs ce soir? Mais vous savez, les faits divers, surtout quand ils prennent une dimension nationale, sont toujours un reflet de l'état de la société. Si vous prenez Mandrin, mettons Cartouche, plus récemment Messrine, ou même Trébert, c'est très représentatif d'un certain moment de la société dans laquelle on vit. Et c'est en ça d'ailleurs que souvent les faits divers sont très révélateurs. Votre cinéma s'inspire souvent des faits réels. Vous vous passionnez vraisemblablement pour les grandes affaires historiques, l'affaire Seznec, l'affaire Dreyfus. Qu'est-ce qui vous intéresse dans tout ça? L'affaire Seznec, dont on ne cesse de parler d'ailleurs, puisqu'elle remonte quand même à 1924, mais le petit-fils se bat toujours avec l'espoir, peut-être un peu utopique, de faire reconnaître un jour l'innocence de son grand-père. L'affaire Dreyfus, après le film que j'avais consacré à cette grande injustice nationale, un siècle après, Dreyfus a été réhabilité définitivement et l'armée a reconnu officiellement qu'il y avait eu un crime d'État. Alors, quelquefois, les films peuvent apporter de la lumière sur des histoires qui sont restées obscures et dont les zones d'ombre n'ont pas été éclaircies. L'un de vos derniers films en date raconte l'affaire Salingro, ministre de l'Intérieur du gouvernement du Front populaire de Léon Blum. Il avait été jugé trop proche de la classe ouvrière par certains journaux. Il a subi en 1936 une campagne calomnieuse orchestrée par ses opposants politiques et les journaux d'extrême droite. Salingro finira par se suicider. On va regarder un extrait de votre film et on en reparle tout de suite après. Réalisez, je vous en prie. Le cas du ministre de l'Intérieur, Roger Salingro, est plus grave encore. Fait prisonnier sur le front de Champagne sans avoir été blessé, sans qu'on ait même entendu un coup de fusil, un cri ou un bruit de combat, le soldat Salingro fut jugé par contumace par un conseil de guerre et condamné à mort pour désertion devant l'ennemi. Un tissu de mensonges. Non, j'ai été fait prisonnier, oui. J'ai été jugé par contumace par un conseil de guerre comme c'était l'usage à l'époque, mais j'ai été acquitté. Ces fanatiques d'extrême droite ne reculent devant aucune bassesse. Oui, mais sa chère madame, ce serait trop simple si la diffamation et le mensonge ne venaient que de la droite. Pour m'abattre en pleine campagne électorale, les communistes ont été les premiers à répandre cette calomnie, s'en sont même pris à ma femme. Mais c'est ignoble. Et qu'avez-vous fait? Mais que faire? Se taire, c'est ne pas démentir. Et leur répondre, c'est donner de l'importance à leur rumeur. Voilà. Il y aura toujours des imbéciles pour croire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors en fait, à l'époque, après la Grande Guerre, la liberté de la presse va un peu dans tous les sens. Et on se rend compte que toutes les dérives sont possibles. C'est ça que vous avez voulu raconter ou pas? Loin de moi l'idée de me plaindre de la liberté de la presse. Oui, bien sûr. Je pense qu'au contraire, dans une démocratie digne de ce nom,
il faut avoir une presse le plus libre possible, voire entièrement libre. Il faut avoir une télévision entièrement libre, il faut avoir une radio entièrement libre. En France, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas l'idéal. À l'époque, on était capable de diffamer presque en toute impunité. Oui, mais ils étaient déjà un peu esclaves de nécessités économiques. Et on diffamait des gens que les propriétaires du journal n'aimaient pas. Ouais. C'est pas très différent aujourd'hui, en dehors du fait qu'aujourd'hui, la personne est beaucoup plus encadrée et qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi sur n'importe qui, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. On est encadré économiquement. Économiquement, mais aussi législativement, puisqu'il y a une protection de la personne qui est très forte en France, beaucoup plus forte par exemple qu'aux États-Unis. Et vous pensez que les journalistes s'autocensurent plus aujourd'hui ? Oui, indiscutablement, parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot, ce qui est quand même une raison d'autocensure très très forte. Ouais. Je voudrais vous montrer une petite photo. Est-ce que vous reconnaissez cet homme ? Ah ben, c'est un monsieur qui a, au prix de 3 ans probables de prison, va se retrouver dans 3 ans avec un joli magot de 2 millions d'euros au bas mot. Tony Musulin. Oui, ben, c'est exactement le cas d'un fait divers qui est en passe de devenir un peu une légende parce qu'on s'aperçoit sur le net qu'il a une foule de fans. Idolâtré, ouais. Et il est parti avec 12 millions d'euros dans son fourgon, comme ça. Il en a oublié 10. Oui, voilà. Bon, mais 2 millions d'euros pour 3 ans de tôle, ça se discute. Ça ferait un bon film ? Peut-être, mais je ne sais pas si le personnage est intéressant et si ses motivations dépassent le simple appât du gain. Ouais. C'est un anonyme qui devient une star. Est-ce que les gens aiment ce genre de personnage et pourquoi ? Les gens aiment 2 choses. Ils aiment les success stories, d'une part, et ils aiment bien les gens qui défient l'ordre. Je veux dire, dans la fiction. Dans la vie, c'est un peu moins sûr. Mais dans la fiction, ou du moins quand il s'agit de débats d'idées, ils aiment bien. On a toujours aimé en France que Guignol donne des coups de bâton aux gendarmes. Et bon, les grandes affaires criminelles, c'est souvent un peu ça. Merci beaucoup Yves Boisset d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous participerez ce soir au débat sur les faits divers organisés dans le cadre du Festival du Scoop. C'est à 20h au centre de congrès. Et c'est la fin de cette édition. On se retrouve demain avec un autre invité lié au Festival du Scoop. Et n'oubliez pas qu'à partir de 21h ce soir, Angers 7 programme une partie des documentaires en compétition, comme tous les soirs de cette semaine. Bonne soirée, à demain.